tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Vous l'avez vu dans le titre, je vais rôtir en enfer. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas pris rendez-vous avec Lucifer pour faire un gros barbecue en enfer, dont la viande serait moi, hein, pas du tout. Je vais vous résumer un petit peu l'affaire pour vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre sur ma vidéo. Bon, je suis sur TikTok depuis quelques temps, plus pour poster des conneries qu'autre chose. Et sur mon fil, la semaine dernière, j'ai vu la vidéo d'un type, on va dire d'un booktoker, qui a fait un buzz de dingue sur TikTok la semaine dernière. Alors, il commence son propos assez naturellement en disant, voilà, je respecte tous les lecteurs, je respecte tous les livres. Tu te dis, bon, ok, il va annoncer une opinion. Et là, il n'a pas annoncé une opinion, il a juste conchié, il n'y a pas d'autre mot, sur les lecteurs de romances. Il enjoignait les gens à ne plus lire de la romance parce que ça rend bête. Tout comme les lecteurs de fantasy, tout comme les lecteurs pour la littérature jeunesse, et je parle même pas des lecteurs de Guillaume Musso et de Marc Lévy. Hein, le grand classique revient, Marc Lévy, Guillaume Musso, c'est pas de la vraie littérature, c'est du commercial, c'est de la merde, et attention, accrochez-vous à vos slips, Guillaume Musso et Marc Lévy sont des auteurs de romances. Ce qui m'a fait dire, bon, le gars, il n'a pas dû lire de romance depuis un certain temps, voire pas lire de romance du tout, pour annoncer ce genre de choses. Et voilà, donc, si on ne peut plus lire de la romance, ou de la fantaisie, ou de la littérature jeunesse, il n'a pas parlé des polars et des thrillers, mais à mon avis, vu son ouverture d'esprit, tous les lecteurs de thrillers doivent être des psychopathes. Donc je suis une psychopathe. Doublé d'une crétine. Bon, ça, voilà. Donc, voilà, et en plus de ça, voilà. Alors lui, voilà, il faisait l'apologie des grands classiques, Balzac, Zola, tous les grands auteurs classiques pour justement élever les consciences, élever l'intelligence des gens. Et il n'a pas fait qu'une vidéo, il en a fait 3. Parce qu'évidemment, vu que les lecteurs de romans sont bêtes, il faut 3 vidéos pour leur faire comprendre des choses. Voilà. Mais bon, tout ça mis à part, voilà, le grand débat à la fois de, voilà, les gens littéraires, est-ce que tous les genres littéraires se vaut? Est-ce qu'il y a des genres qui sont des sous-genres? Voilà, le débat n'est pas nouveau. Et tous les grands auteurs, tous les grands classiques que ce monsieur a cités, eh ben, en leur temps, ils étaient décriés parce que c'était de la littérature dite populaire et pas de la littérature intellectuelle. Donc, bon, voilà, c'est cyclique, hein, comme le roman noir, le roman policier était considéré comme des romans de gare à l'époque. Le roman noir n'était pas considéré comme un genre littéraire à part entière, mais comme un sous-genre. Donc là, le débat revient avec la fantaisie et maintenant la romance. Ça revient de plus en plus fort en 2025. Sauf que ce monsieur, je pense qu'il voulait avant tout faire un buzz monstrueux sur TikTok. Il s'est dit, tiens, mon compte n'a pas beaucoup de visibilité, et si je frappais un grand coup pour être plus vu? Et bien là, il s'est dit, tiens, je vais taper sur la romance. Parce que sur BookTok, le genre qui est énormément représenté, c'est la romance. Ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, hein, tous les genres ont le droit, tous les genres peuvent exister, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, il savait pertinemment qu'en tapant sur la communauté des lecteurs de romances, il savait pertinemment qu'il allait faire un buzz monstre pour ces 3 vidéos. Donc, mis à part ça, moi, cette semaine, j'ai lu de la fantaisie, j'ai lu de la littérature jeunesse et j'ai lu du policier et du thriller. Donc, non seulement je suis une idiote, mais en plus de ça, je suis doublée d'une psychopathe. Donc, je vais aller rôtir en enfer. C'est QFD. Voilà, ce propos liminaire étant fait, en plus de ça, comment vous dire que j'ai commencé 2 nouvelles sagas.
Oui, je sais, j'en avais déjà commencé la semaine dernière. Et ben là, ça recommence. Voilà, j'ai recommencé encore des sagas. Vous allez me dire, oui, bon, vu le nombre de sagas que tu as en cours, déjà, tu abuses. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis faible. C'est pas de ma faute. Voilà. Bon, alors, on va donc commencer par le commencement. J'ai lu Son cri silencieux de Lisa Regan, publié aux éditions Bocouture France. C'est le tome 6 des... Et voilà, c'est écrit dessus. C'est le tome 6 des enquêtes de Josie Quinn, personnage, voilà, l'enquêtrice phare de cette série de Lisa Regan. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, si vous n'avez pas lu les 5 précédents, c'est pas dérangeant. Parce que bon, moi, tel que vous me voyez, j'ai commencé par le tome 6 et je me suis pas posé un milliard de questions. Voilà. Évidemment, on fait référence à des enquêtes précédentes, mais on est quand même ici sur une enquête nouvelle, avec des personnages récurrents, certes. Mais c'est ici une enquête, c'est une nouvelle enquête à chaque fois. Si vous voulez vraiment avoir l'évolution des personnages, il est mieux de lire les 5 enquêtes précédentes. Mais voilà, ça ne dérange pas la lecture pour autant de celui-ci. Donc, dans ce roman, on va commencer par une balade dans un parc avec des familles, des papas, des mamans, des enfants. Et on va suivre une famille en particulier, le papa, la maman et la petite fille. Et ici, on va retrouver également Josie, qui est également au parc. Elle garde le petit garçon d'une de ses meilleures amies. Et elle va discuter 1 ou 2 minutes avec la maman de Lucie. Et Lucie et sa maman vont faire un tour de manège. Une fois que le manège s'arrête, la catastrophe arrive. Lucie a disparu. Sa maman a juste baissé les yeux 2 secondes, le temps de se détacher de son harnais, et sa fille a disparu. Vont commencer les recherches. La police va écumer le parc, va lancer des battues un peu partout pour essayer de retrouver l'enfant. Elle va être nulle part. Elle s'est littéralement volatilisée. Et ils vont très vite comprendre qu'elle a été enlevée, car ils vont retrouver son sac à dos avec un mot à l'intérieur, enjoignant les parents à répondre au téléphone. Le ravisseur va les contacter au téléphone. Donc, on en est là. Cette petite fille a disparu au nez et à la barbe de ses parents, au nez et à la barbe de toutes les personnes présentes dans le parc au moment de son enlèvement. Donc, Josie et son équipe vont se demander comment le ravisseur a fait pour que la gamine disparaissent, se volatilisent sans que personne n'ait pu voir quoi que ce soit. Et donc, on va suivre cette enquête sur disparition d'une enfant. Et parallèlement à ça, on va alterner avec des chapitres où on va suivre une jeune femme avec son enfant qui sont a priori enfermés dans une maison et ça se passe pas très bien pour eux. Et on va alterner ces chapitres avec ce qui se passe au présent, la disparition de la petite fille. Et tout au long du roman, on va se demander quel est le lien entre ces 2 affaires. Et l'enquête va suivre son cours et on va très rapidement se rendre compte que le ravisseur en a après la mère. Pourquoi? Comment? Ça va être tout l'enjeu de ce roman. Alors, moi, s'il y a une chose qui m'a gênée dans ce roman, c'est que la 4e de couverture en dit beaucoup, voire même beaucoup trop. C'est le seul reproche que je peux lui faire. J'ai beaucoup aimé Josie, j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé les personnages composant son équipe. Alors c'est une jeune femme qui a Josie, c'est une jeune femme qui a un lourd passif quand même pour une flic. Faut bien le dire, elle a quand même un certain passif.
Et elle est déterminée à retrouver cette petite fille envers et contre tout. Elle va prendre beaucoup de risques pour retrouver cette petite fille. Elle va vraiment mettre sa personne en danger. Et à un moment, je me suis dit, mais quel peut être le lien entre ce qui s'est passé entre cette mère et ce petit garçon et cet enfant, parce que ceci dit, on s'aperçoit quand même assez rapidement que c'est un petit garçon, et ce qui se passe à l'heure actuelle. Et là, l'évidence m'a percuté de plein fouet. J'ai dit non. Et si c'était ça? Et si c'est vraiment ça, c'est fort. Et effectivement, quand j'ai repris ma lecture et qu'on a eu vraiment la révélation, je me suis dit oui, oui, effectivement, c'est bien joué, c'est bien trouvé, c'est très fort, c'est éminemment bien amené. J'ai adoré cette révélation. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, ce thriller qui se lit quasiment d'une traite. C'est très très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé la plume de Lisa Regan que j'ai découvert dans ce roman avec ce titre. J'espère pouvoir lire les autres. Alors avec NetGalley, ça je suis pas sûre, hein, parce que je vous le rappelle, pour ceux qui utilisent NetGalley et qui ont comme moi une liseuse Kobo, on ne peut plus télécharger, on ne peut plus solliciter. Alors, on peut toujours solliciter des services presse numériques sur NetGalley, mais on ne peut plus les lire sur Kobo. Eh ben non, parce qu'ils ont changé le fichier de verrouillage des ePubs et ce verrou est incompatible avec les Kobo. Il n'est compatible actuellement qu'avec les Kindle et les Librio. Donc, tous les utilisateurs de Kobo, on est tous sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Et a priori, soi-disant que NetGalley travaille avec Kobo, je suis pas sûre que ça fonctionne, Enfin bref. Donc, celui-ci est sans doute, je crois que c'est le dernier service presse que j'ai sollicité et que j'ai pu lire sur ma Kobo. Ensuite, en tout cas, voilà, si vous aimez les thrillers avec disparition de l'enfant, allez-y, foncez là-dessus. Ensuite, en audio, toujours avec NetGalley, j'ai pu écouter en service presse audio le nouveau roman de Marie Repelin, sa nouvelle saga de fantasy. Attention, hashtag lire de la fantasy rembête, hashtag j'ai encore débuté une saga, hashtag je vais rôtir en enfer. Donc j'ai commencé cette nouvelle saga, le tome 1 d'Affronter la nuit, la Légion d'Oria de Marie Repelin. Donc j'ai lu la précédente trilogie de Marie Repelin, c'était La Carte des Confins, rappelez-vous, j'avais adoré cette trilogie de fantasy qui se passe dans le milieu de la piraterie. Vous savez que j'ai une passion pour les pirates. Mais j'ai une deuxième passion également, ce sont les dragons. Et là, je vous le donne en mille, cette trilogie est basée sur des dragons. Oui, il y a plein de dragons dans ce premier tome. Donc, dans ce premier tome, on va donc suivre Liv, qui vit avec sa famille, assez chichement, on va dire. Ils ont un petit peu de mal à joindre les deux bouts. Et va arriver la cérémonie du rayon. Oria, leur déesse, fait tout ce qu'elle peut pour les protéger, mais elle choisit tous les ans des élus qui vont intégrer sa légion pour pouvoir protéger les habitants de la menace toujours plus ou moins prenante qui pèse sur eux, à savoir des dragons. Et cette année, Liv a été touchée par le rayon, donc elle doit quitter sa famille, un peu le cœur brisé, il faut bien le dire, pour intégrer l'académie de la Légion d'Oria, afin de suivre une formation pour pouvoir être apte à combattre les dragons dès que ce sera possible. Alors on apprend que dans cette légion, il y a différentes catégories d'élus. Il y a les poings, donc les combattants. Il y a les paumes, ce sont des personnes qui soignent avec leurs paumes. Il y a les yeux qui ont des visions. Il y a les têtes qui élaborent les stratégies de combat.
et qui ne sont pas sur le terrain, sur le terrain des combats, bien évidemment. Donc, avec leur formation, chaque élu va découvrir son don et donc sa caste au fur et à mesure des entraînements. Alors, il faut dire que Liv, elle va être quasiment l'une des dernières à développer son don dans toute sa promotion. Alors, ça l'a dérangé quand même un petit peu de ne pas savoir ce qu'elle était. Et quand elle a su ce qu'elle était, eh ben, ça l'a pas arrangé plus pour autant. D'autant plus que elle déteste le garçon qui est le capitaine de son bataillon. Alors, ils se cherchent, hein, les deux. Alors, tu te doutes bien qu'il va y avoir une petite romance entre les deux, parce que tout ça, on voit arriver le truc gros comme une maison. Hein, donc, voilà. Mais c'est quand même une romance qui s'inscrit, qui est bien intégrée malgré tout dans le scénario. Et voilà, j'ai pas trouvé ça... voilà, la romance n'est pas arrivée comme un cheveu sur la soupe. Comme il y a des fois, la romance est extrêmement mal faite. Mais bon, là, comme dans la carte des confins, la romance, voilà, elle arrive. Elle arrive doucement, mais elle est parfaitement intégrée au récit, ce qui n'a pas dérangé. À l'académie, elle va se faire des amis, de très très bons amis, qu'elle va elle-même considérer plus comme sa famille que comme des amis. Et on va la suivre ainsi pendant sa formation. Alors, on va voir des combats contre les dragons. On va voir beaucoup de choses très, très, très intéressantes. Il y a des mystères. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Et Liv, elle va vivre certaines expériences qui vont la faire plus ou moins douter de tous les préceptes qu'on lui a inculqués depuis quelques mois, depuis qu'elle a intégré l'académie. Et donc, dans tout ce tome-là, on va nous expliquer un petit peu comment fonctionne la Légion, comment fonctionne Oria, le passif plus ou moins lourd avec les dragons. Et voilà, on va arriver jusqu'à la fin de ce premier tome avec un certain nombre de révélations, un certain nombre de questions restées sans réponse. Et on se dit, vivement le tome 2. Merde! Voilà. Et voilà, j'ai adoré ce roman. Ça a été un énorme coup de cœur. Je me suis tout de suite attachée à tous les personnages, même aux plus chiants. Il y a beaucoup de moments extrêmement émouvants, extrêmement touchants. Il y a des moments assez drôles. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a énormément... il y a pléthore de situations dans ce premier tome, des situations drôles, des situations tristes, des situations avec beaucoup de tension, notamment les combats contre les dragons. La façon de c'est décrit, c'est extrêmement visuel, c'est extrêmement bien fait. En tout cas, voilà, ce premier tome a été un gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte de lire la suite et j'espère qu'elle ne tardera pas trop à sortir. Voilà, si vous aimez les dragons et la fantaisie, allez-y, jetez-vous dessus. Ensuite, j'ai continué dans mes sagas. J'ai écouté le tome 4 du Bureau des Affaires Occultes, Le Chant Maléfique, de Éric Foissier, publié aux éditions Albin Michel. Dans ce roman, on va retrouver Valentin Verne et son ami Aglaé, qui font tous les deux partie du Bureau des Affaires Occultes. Mais là, on va changer un petit peu de crèmerie, parce que Valentin va être mandaté pour partir en Vendée pour élucider deux affaires de meurtre, extrêmement suspectes, sur fond de complot politique, révolte des chouans, tout ça... ça pue du cul. Autant vous le dire, ça pue du cul. Je disais donc, avant de me faire couper la chic, que Valentin va donc aller sous couverture en Vendée pour enquêter sur ces deux meurtres sous fond de complot politique. Quant à Aglaé, elle reste à Paris et elle va bientôt aussi exercer ses talents d'enquêtrice, car elle va devoir prouver l'innocence du fiancé de sa meilleure amie qui a été accusé de vol et de meurtre lors d'une soirée. Et elle va tout faire pour faire la lumière sur cette affaire. Et donc, on va suivre ces deux enquêtes en parallèle.
Alors, si l'enquête de Valentin, dans ses débuts, m'a pas trop passionnée, parce qu'il y avait beaucoup de personnages et j'étais un peu perdue en termes historiques, on va dire. Pour être tout à fait honnête, j'étais un peu perdue. Et puis, au fur et à mesure du récit, j'ai senti Valentin lui-même un peu plus à l'aise dans son enquête. Et on a, au fur et à mesure, on est quand même arrivé jusqu'au bout de la révélation. Et Aglaé, quant à elle, l'enquête était un peu plus concentrée sur le concret. Il y avait moins de personnages, on était vraiment moins dans l'histoire cette fois-ci. Mais on va croiser quand même Vidocq, hein, le fameux. Mais on était quand même un peu plus ancré dans la réalité, si je puis dire. C'est peut-être l'enquête qui m'a le moins passionné. Ça m'a peut-être un petit peu le moins plu, tout simplement parce que du côté, voilà, comme je le disais, sur le côté de l'enquête de Valentin, il y avait énormément de personnages à connotation historique. Et j'avoue que cette période de l'histoire, moi, j'avoue que je connais pas trop, donc ça m'a un petit peu perdue. Mais bon, néanmoins, le talent d'Éric Foissier a fait que je voulais suivre Valentin jusqu'au bout. Et donc, je m'attachais plus sur le personnage de Valentin plus qu'autre chose pour essayer de raccrocher les wagons. Et j'avoue que cette méthode a bien marché. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire d'Aglaé. Là, du coup, on les a retrouvés enquêtant indépendamment l'un de l'autre et non pas ensemble par rapport aux enquêtes précédentes. Et c'est peut-être ça qui a manqué, c'est l'alchimie qu'il y a entre les deux personnages quand ils enquêtent tous les deux ensemble. Et là, cette alchimie n'existait pas, étant donné qu'ils étaient chacun d'un côté. Et voilà, c'est peut-être l'enquête qui m'a le moins plu, mais bon, j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment, on apprend toujours quelque chose avec les romans d'Éric Foissier, où il arrive toujours à mêler la petite histoire avec la grande histoire, avec un grand H. C'est toujours un très très bon moment et j'espère pouvoir retrouver Valentin et Aglaé dans une nouvelle enquête conjointe cette fois-ci. Voilà, le message est passé. Enfin, toujours dans mes sagas, j'ai poursuivi la saga des jumeaux Croche-Mort avec le tome 2, Possession, de Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. J'avais lu le tome 1 à sa sortie, je crois, il y a 1 an et demi. Et donc, quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis forcément jetée dessus. On retrouve Auriel et Silence Croche-Mort qui habitent toujours dans le manoir familial des Croche-Morts à Whispertown. On reprend l'histoire de ces deux jumeaux quasiment à la suite des événements qui ont troublé la fin du tome 1. Auriel est très très inquiet pour sa sœur, car il s'aperçoit qu'elle a un comportement de plus en plus étrange depuis qu'ils sont arrivés à Whispertown. Mais il ne veut pas l'inquiéter et il ne lui en parle pas, il garde toutes ses inquiétudes pour lui. Et pendant tout le tome 2, on va évoluer encore une fois dans Whispertown avec ses habitants qui sont tous plus ou moins timbrés, il faut bien le dire, et qui ont vis-à-vis de Silence une aversion profonde et avérée. Hein, ils ne s'en cachent pas. Et c'est partout pareil, que ce soit les adultes ou les enfants, ils détestent Silence. Et la pauvre, elle ne comprend toujours pas pourquoi. Bien qu'il y ait quelques élèves, notamment Azriel, qui fait fi de cette aversion et passe beaucoup de temps avec Silence et il commence finalement par l'apprécier. Il y a un événement qui se prépare à Whispertown qui va solliciter tous les habitants et on demande au grand-père Croche-Mort de faire ce qu'il faut ce jour-là pour contenter une entité qui a l'air vraiment d'embêter tout le monde. Et on en est là. Alors, il ne se passe effectivement pas grand-chose dans ce tome 2. On est vraiment dans la continuité du tome 1, mais bon, il y a des questions en suspens, il y a certaines réponses qui sont données, d'autres questions qui surgissent, et
Et ben on arrive à la fin, et on arrive à la fin où il se passe vraiment quelque chose dans le manoir à une certaine soirée, et paf, ça s'arrête là. Donc on en est là, les jumeaux sont en danger, il se passe quelque chose de dramatique dans le manoir, et ça s'arrête là. Donc j'espère vraiment dans le tome 3 qu'on va avoir les réponses, et toutes les réponses à nos questions. Je crois que c'est une trilogie. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3. J'apprécie toujours autant Auriel et Silence. J'aime beaucoup ces deux jeunes. J'apprécie aussi également leurs comparses, Nathan, Azriel, Elena, qui sont, à l'école avec eux et qui ne sont pas trop dans la... Alors Nathan, c'est plus suspicieux, mais qui ne sont pas trop dans la mouvance du tous contre Silence. Et non, j'aime vraiment beaucoup. Alors, ça... c'est un peu, voilà, la thématique est un peu horrifique. Alors personnellement, moi, ça me fait pas peur du tout, hein. Mais bon, c'est toujours aussi bien écrit avec Cassandra O'Donnell. C'est hyper fluide, ça se dévore. Voilà, moi, je l'ai lu quasiment en une journée et demie, grosso modo. Et franchement, j'ai vraiment adoré ma lecture. Voilà, pour des ados, c'est tout ce qu'il faut, hein. Ils vont adorer. C'est pile poil pour leur âge, avec des héros qui sont réellement au même âge qu'eux et avec les mêmes questions existentielles qu'eux également. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu dans la semaine, votre réaction à la polémique. Donc voilà, et si vous voulez parler de tout autre sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez que j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures sous le soleil et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!